Le diaphragme thoraco-abdominal est une cloison musculaire qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale. C'est aussi un des moteurs essentiels de la respiration. Nous avons étudié les parois osseuses, cartilagineuses et musculaires de la cavité thoracique. Nous allons maintenant étudier le diaphragme thoraco-abdominal. Ce diaphragme est une barrière musculaire entre la cavité thoracique et la cavité abdominale. C'est donc la limite caudale du thorax, c'est aussi la limite crâniale de l'abdomen. Mais plus qu'une simple barrière, c'est le moteur même de la respiration. Nous allons montrer que le diaphragme thoraco-abdominal est l'élément le plus important dans les temps respiratoires. Le diaphragme thoraco-abdominal est une frontière entre l'étage thoracique et l'étage abdominal. Sur ce schéma qui représente une vue de face de ces deux régions, on ferme la région thoracique par ces pointillés qui symbolisent la paroi thoracique et les espaces intercostaux. On met en place au centre du thorax cette pyramide déformée qui symbolise le cœur et les gros vaisseaux du thorax. Puis, au niveau abdominal, sous le diaphragme, on note uniquement la position de la glande hépatique. Le diaphragme thoraco-abdominal apparaît donc sur ce schéma comme cette double courbe avec deux sommets marqués par ces deux points noirs. Ce diaphragme est une cloison à la fois fibreuse et musculaire. C'est plus qu'une cloison puisque le diaphragme est aussi le muscle respiratoire principal qui va se décomposer en deux coupoles, gauche et droite, tout à fait asymétriques. On voit déjà sur ce schéma que la coupole droite, soulevée par le volume de la glande hépatique, sera sensiblement plus haute, plus crâniale que la coupole gauche. Cette cloison sera une barrière qui séparera deux étages avec des fonctions différentes, mais il faudra bien évidemment, entre l'étage thoracique et l'étage abdominal, laisser passer des voies de communication. Nous verrons donc dans ce cours que le diaphragme, bien que cloison, est également une cloison perforée pour faciliter les communications crânio-caudales. Voici donc ces deux coupoles, coupole gauche, coupole droite un peu plus haute que la gauche. Les coupoles du diaphragme vont avoir une orientation oblique vers le bas et l'avant. Ce schéma, qui est une vue latérale droite de l'ensemble du diaphragme, ne tient pas compte de la différence des coupoles gauche et droite et rassemble en une seule et même coupole tout le diaphragme. On complète ce schéma par une vue par transparence de la coupole diaphragmatique sur les parois du tronc. Et on complète également par cette coupe sagittale qui passe par le plan médian et qui va nous permettre de tracer les contours de la coupole diaphragmatique. La convexité de cette coupole sera la face thoracique du diaphragme et sa concavité sera la face abdominale. De par l'obliquité de cette coupole, on décrira une portion verticale au diaphragme qui sera marquée par ces lignes rouges sur les deux schémas de gauche
et on lui opposera une portion horizontale marquée par des lignes vertes qui s'appellera également le centre tendineux du diaphragme. Puisqu'à ce niveau, le diaphragme perdra sa structure musculaire pour être remplacé par un entrecroisement de fibres tendineuses. Le diaphragme est en fait un assemblage de très nombreux muscles digastriques disposés de façon radiaire. On va commencer à introduire cette notion par ce schéma très simple qui représente une coupole diaphragmatique tendue entre deux structures osseuses sectionnées. Un muscle digastrique est un muscle qui possède deux ventres musculaires avec un tendon intermédiaire. Il faut donc imaginer que le diaphragme est un assemblage d'une multitude de petits muscles digastriques qui s'insèrent sur la circonférence du thorax, c'est-à-dire sur la circonférence osseuse des côtes. Et ainsi, si l'on observe une vue supérieure du diaphragme, nous aurons en périphérie une couronne musculaire et au centre, un centre tendineux constitué par la superposition des tendons intermédiaires. Ici, nous soulignons en vert ce centre tendineux qui correspond à la portion horizontale décrite avant dans l'étude du diaphragme. En réalité, ce centre tendineux n'aura pas cette forme circonférentielle un peu simpliste, mais nous allons montrer que ce centre tendineux a une forme en haricot, une forme dite réniforme en forme de rein, que l'on présente maintenant sur cette vue supérieure d'une vraie cage thoracique avec au centre le diaphragme et sa zone tendineuse. Voici donc une vue supérieure de la cage thoracique avec la cloison du diaphragme et en pointillé les contours de la zone tendineuse du diaphragme. Cette zone tendineuse est donc sa portion horizontale. La portion verticale étant en périphérie de cette zone centrale. Cette vue supérieure montre que la colonne vertébrale fait saillie dans cette enceinte osseuse du thorax et qu'elle rétrécit donc le diamètre antéro-postérieur du diaphragme. Il existe contre la structure osseuse des vertèbres un passage qui est un des orifices du diaphragme. Ce passage sera celui de l'aorte thoracique qui deviendra aorte abdominale en dessous du diaphragme. On marque maintenant le sommet de la coupole gauche et de la coupole droite. Vous voyez que les sommets des coupoles sont situés à la jonction entre zone tendineuse et zone musculaire, c'est-à-dire entre zone horizontale et zone verticale du diaphragme. Voici de nouveau une vue supérieure de la cage thoracique montrant
maintenant les éléments qui vont former le centre tendineux et qui vont dessiner les contours des orifices du diaphragme. Le centre tendineux a en réalité une forme de trèfle à 3 feuilles. On décrit une foliole ventrale et 2 folioles gauche et droite. En fait, cette zone tendineuse, on peut la résumer en un entrecroisement de 2 bandelettes arciformes. La bandelette crâniale, qui est ici marquée par la double flèche rouge, est tendue entre la foliole droite et ventrale, alors que, en dessous d'elle, la bandelette arciforme caudale est tendue entre les folioles gauche et droite. Voyez que l'entrecroisement de ces 2 bandelettes laisse un espace ovalaire qui constitue un des orifices du diaphragme. Voyez qu'en arrière de ces bandelettes arciformes, il existe un autre orifice ovalaire destiné au passage de l'œsophage. On retrouve l'orifice de l'aorte contre le rachis et l'orifice ovalaire qui est situé entre les 2 bandelettes arciformes est celui de la veine cave caudale. Voici maintenant une représentation schématique de la coupole diaphragmatique après avoir évidé le centre tendineux. Nous montrons ici que l'ensemble musculaire du diaphragme se décompose en 3 portions. Une partie sternale très courte qui est ici fléchée du côté gauche du diaphragme, une large portion laissée en blanc sur le schéma que l'on appellera la portion costale gauche et une portion très verticale appelée la portion vertébrale du diaphragme gauche. Bien évidemment, ces structures seront symétriques du côté droit. On parle de portion sternale parce qu'à ce niveau, le diaphragme va se fixer sur le sternum, portion costale car le diaphragme se fixera sur les côtes, et portion vertébrale car les insertions se feront sur le rachis. La longueur des fibres musculaires de ces 3 parties sera très variable. Les fibres sternales seront très courtes, les fibres les plus longues seront celles de la portion vertébrale. Voici une vue supérieure du diaphragme destinée à faire apparaître les orifices principaux et accessoires du diaphragme. Nous avons vu que cette cloison musculaire et tendineuse tendue entre l'abdomen et le thorax doit permettre le passage d'éléments essentiels d'un étage à l'autre. Ces orifices sont destinés à laisser passer ces éléments vasculaires et digestifs. Nous mettons en place sur cette vue le processus xiphoïde ventralement,
le corps vertébral de L1 et les coupes qui passent par les différents arcs costaux. Dorsalement, la coupe passe par la 12e côte, puis la côte la plus ventrale qui apparaît est la 7e côte qui est coupée ici au niveau cartilagineux. Par convention, les côtes coupées sur des sections cartilagineuses sont représentées par des petits points et les côtes hachurées sont sectionnées sur des zones osseuses. La partie sternale apparaît donc sur cette vue antérieure vers le haut de la coupe, derrière le processus xiphoïde. La partie costale du diaphragme apparaît de couleur orangée, fixée sur les arcs costaux de K12 à K7. On place de nouveau le centre tendineux et sa forme en haricot, et les orifices de la veine cave caudale, foramen de la veine cave caudale, orifice de l'aorte qu'on appelle le hiatus aortique, et orifice de l'œsophage ou hiatus œsophagien. Les insertions des constituants musculaires du diaphragme se font dorsalement, non seulement sur des structures osseuses, mais également sur des structures ligamentaires. On marque maintenant la position du ligament arqué latéral, qui est une puissante structure tendineuse entre la 12e côte et le processus transverse de L1. On marque ensuite la position du ligament arqué médial, tendu entre les corps vertébraux de L1 à L2. Parmi les orifices accessoires du diaphragme, nous plaçons maintenant le hiatus sternocostal, qui est un petit espace triangulaire entre la portion sternale et costale du diaphragme. Et dans ce hiatus sternocostal, nous plaçons une coupe d'une artère et d'une veine, qui sont les prolongements des vaisseaux thoraciques internes qui ont été décrits dans l'étude des parois du thorax. C'est par ce hiatus que ces vaisseaux vont s'anastomoser avec la circulation des parois abdominales en avant. Autres structures tendineuses qui servent d'insertion au diaphragme musculaire, ce sont les arcades fibreuses tendues entre les arcs costaux K10 et K11 et K11 et K12. Nous allons présenter sur ce schéma les insertions à la fois cartilagineuses et osseuses du diaphragme sur les côtes. Ce schéma est une coupe qui passe par le plan sagittal médian du sternum et qui nous permet donc de voir la face interne, c'est-à-dire la face pleurale de la cage thoracique droite. Nous allons profiter de cette vue pour rappeler les insertions du muscle transverse du thorax qui a été plusieurs fois cité dans ce cours, dans les diapositives précédentes. On voit ici les insertions des digitations de ce muscle qui se font toutes à la jonction entre os et cartilage pour les côtes 6, 5, 4, 3 et parfois la côte numéro 2. Puis, nous allons montrer les insertions cartilagineuses du diaphragme au niveau des cartilages des côtes 7 et 8. Puis, voyez qu'au niveau de la 9e côte, le diaphragme va s'insérer sur une zone située à la jonction entre l'os et le cartilage. Alors qu'en dessous, au niveau des côtes 10, 11 et 12, les insertions du diaphragme se font uniquement sur une partie osseuse de la côte.
Sur ce schéma, nous rappelons enfin la trajectoire des vaisseaux thoraciques internes, artères et veines, que nous avions montré comme plaqués contre la paroi thoracique par le muscle transverse du thorax, et que nous voyons ici passer dans le hiatus entre la portion sternale et costale du diaphragme, pour pouvoir s'anastomoser avec la circulation des parois abdominales. Voici une vue de face des corps vertébraux au niveau de la jonction thoraco-lombaire, et cette vue va nous permettre de mettre en place la portion vertébrale du diaphragme. C'est donc une vue à ce niveau qui nous montrera la face abdominale des muscles du diaphragme. Nous commençons par placer les niveaux des corps vertébraux et apparaissent ici les corps vertébraux des 4 premières vertèbres lombaires. Cette portion vertébrale du diaphragme est formée par un pilier médial gauche et droit qui échangent leurs fibres tendineuses sur la ligne médiane. Cet échange tendineux forme le ligament arqué médian. Voyez que le pilier médial gauche s'insère au plus bas sur le disque L2-L3, alors que le pilier médial droit est plus long et s'insère jusque sur le disque L3-L4. Le ligament arqué médian est une sorte de clé de voûte qui passe en pont au-dessus de l'aorte. L'aorte à ce niveau de thoracique devient abdominale. Le sommet de ce ligament arqué médian constitue le sommet du hiatus aortique et se projette en regard de T12. À travers la portion musculaire de cette partie tout à fait centrale du diaphragme, il existe un orifice ou hiatus œsophagien qui va livrer passage à l'œsophage qui de thoracique deviendra abdominal. À ce niveau, les fibres musculaires gauche et droite s'entrelacent autour du hiatus œsophagien pour le transformer en un orifice musculaire continent. De part et d'autre, on décrit un pilier latéral au diaphragme. Ici, les portions numérotées en 2. Il y a sur le schéma une asymétrie entre les côtés gauche et droite, simplement pour montrer qu'il peut y avoir parfois, comme cela est montré à gauche sur le schéma, une masse musculaire uniforme, simplement perforée par un petit orifice caudal destiné
à livrer passage au nerf grand splanchnique. Et il peut parfois y avoir, comme cela est représenté à droite sur le schéma, un système de deux faisceaux musculaires, séparés donc par une profonde fente musculaire dans laquelle se glisse le nerf grand splanchnique. Les deux dispositions peuvent se voir. Au-delà, latéralement, apparaît la portion costale du diaphragme. Ici, portion costale droite. La portion latérale, pilier latéral du diaphragme, se fixe sur le ligament arqué médial, qui forme un pont entre le processus transverse de L1 et le corps vertébral de L2. Ce pont est une arcade sous laquelle se glissera le muscle psoas. Au-delà, latéralement par rapport au pilier latéral, l'arcade suivante s'appelle l'arcade arquée latérale ou ligament arqué latéral. Cette arcade est tendue entre la 12e côte et le processus transverse de L1. Cette arcade passe en pont au-dessus de la masse musculaire du muscle carré des lombes. Encore plus latéralement, apparaît ici la portion la plus médiale de la première arcade fibreuse entre la 11e et la 12e côte. Ce schéma vous montre qu'entre le pilier latéral du diaphragme et la partie costale, il existe un espace triangulaire qui sera un point faible du diaphragme. Nous allons maintenant montrer sur une vue supérieure et sur une coupe sagittale passant par le plan médian les orifices principaux du diaphragme. Le premier est l'orifice le plus large, c'est le foramen de la veine cave caudale. Il se projette au niveau T9, il est latéralisé à droite, il est à 2 cm de la ligne médiane, il mesure 3 à 4 cm de diamètre, il est ovale transversalement, c'est un foramen dont les berges sont inextensibles. Enfin, on l'a vu dans ce cours, il est dans le centre tendineux entre les deux bandelettes arciformes. Le deuxième orifice, c'est le hiatus œsophagien. Il est situé de façon variable par rapport au rachis à cause des mouvements respiratoires du diaphragme et sa position varie de T8 à T10. Il est latéralisé à gauche de la ligne médiane. Il est plus crânial et plus ventral que l'orifice de l'aorte. Son diamètre
est de 3 cm. Enfin, il va contenir non seulement l'œsophage, mais également les deux nerfs vagues, vague gauche et droit, qui sont parallèles à l'axe du tube digestif. C'est cet orifice qui peut être le siège de hernie hiatale, c'est-à-dire de hernie de la grosse tubérosité gastrique, qui peut remonter à travers le diaphragme à l'étage thoracique. Le troisième orifice principal est celui de l'aorte. Il est situé entre les piliers du diaphragme, il est oblique, il est allongé, il s'étend des niveaux T12 à L1, il mesure 2 cm de large et 4 cm et demi de hauteur. En plus de l'aorte, il laisse le passage au conduit thoracique lymphatique, qui est le collecteur lymphatique le plus important de la cavité abdominale, qui remontera dans le médiastin et donc dans la cage thoracique. Voici sur cette vue de face de la jonction thoraco-abdominale du rachis, placer les orifices accessoires du diaphragme et le contenu de ces orifices. Tout d'abord, à travers le pilier latéral du diaphragme, apparaît ici le nerf grand splanchnique. Sous le ligament arqué médial passeront la chaîne sympathique qui de thoracique devient lombaire, également le nerf petit splanchnique, ainsi que la veine lombaire ascendante qui, lorsqu'elle atteindra le niveau thoracique, s'anastomosera avec les veines azygos. Cette représentation de la chaîne sympathique vous rappelle que cette chaîne est ganglionnée et qu'à chaque niveau du rachis, au niveau thoracique et lombaire, nous retrouverons sur cette chaîne une formation ganglionnée. Voici maintenant d'autres orifices du diaphragme que l'on considère comme des déhiscences du diaphragme, et ces orifices sont représentés sur une vue supérieure de l'ensemble du diaphragme. Parmi ces déhiscences du diaphragme, on retrouve en avant le hiatus sternocostal que nous avons déjà cité. Entre les portions sternales et costales du diaphragme, à travers ce petit espace triangulaire, passent les vaisseaux thoraciques internes. Nous avons cité également cet espace triangulaire entre les portions costales et rachidiennes du diaphragme, qui constitue un espace triangulaire également, qu'on appelle le trigone costo-lombaire.
Il n'y a pas de passage vasculaire ou viscéral à travers ce trigone. Par contre, une zone de faiblesse, c'est parfois à ce niveau que des hernies congénitales du diaphragme peuvent se former. Et à ce niveau, le diaphragme est au contact étroit avec la région du rein. Il peut donc y avoir, en cas de déhiscence importante de cette région, une remontée de la masse rénale dans le thorax. Parmi les déhiscences du diaphragme, il existe enfin entre les côtés gauche et droit de la portion sternale un petit espace impair et médian que l'on appelle le hiatus rétroxyphoïdien, qui peut lui aussi être le siège de faiblesse musculaire et de hernie entre l'étage abdominal et thoracique. Cette diapositive est là pour insister sur l'innervation du diaphragme. Cette innervation dépend des deux côtés d'un nerf unique, nerf phrénique, un gauche, un droit. Ces nerfs sont extrêmement longs puisque leur origine provient des nerfs spinaux des niveaux C4, avec parfois l'association à des fils provenant des niveaux C3 à C5. Ce schéma montre donc que ces nerfs ont un très long trajet à parcourir avant d'atteindre leur cible, c'est-à-dire le diaphragme, long trajet cervical et médiastinal. Sur ce trajet, il est facile de comprendre que ces nerfs peuvent être traumatisés par des contusions, parfois iatrogènes, par des compressions, parfois tumorales, et à chaque fois, le risque est d'interrompre la fonction motrice du nerf phrénique et donc de paralyser l'ensemble de la coupole diaphragmatique du même côté. Ces nerfs phréniques se terminent de façon rayonnée au-dessus de chaque coupole diaphragmatique et ils se répartissent sur toute la surface musculaire de la coupole. Enfin, des deux côtés, il existe un petit rameau abdominal qui va traverser le diaphragme pour participer à l'innervation de la région surrénalienne. Ce rameau abdominal est constant du côté droit et traverse le diaphragme avec la veine cave caudale. À gauche, le rameau abdominal est très inconstant. Voici maintenant les acteurs musculaires de la respiration. Du côté gauche de ce schéma emprunté à Netter, nous allons placer les acteurs de l'inspiration et à droite ceux de l'expiration. Le muscle inspiratoire principal est encore une fois le diaphragme thoraco-abdominal. À cet effet s'ajoute l'action des muscles intercostaux externes qui soulèvent les côtes et élargissent les espaces intercostaux. Puis il y aura des muscles dits accessoires de l'inspiration qui sont
des muscles de la paroi abdominale et des muscles de la région cervicale que nous étudierons avec ces différentes parties du cours. Ces muscles accessoires ne vont rentrer en action que lors des efforts respiratoires intenses ou éventuellement, de façon pathologique, chez l'insuffisant respiratoire qui devra recruter le plus de masse musculaire possible pour pallier à l'insuffisance de sa respiration. Pour l'expiration, le principal mécanisme est simplement un retour à l'état initial, par des phénomènes d'élasticité musculaire et ligamentaire. Ce n'est que pour une expiration forcée que les muscles intercostaux internes devront entrer en action, et avec eux s'associeront les muscles de la paroi abdominale. Voici maintenant la synthèse de toutes ces notions sur cet ensemble de schémas qui vont vous présenter les temps de la respiration. L'ensemble des deux schémas à gauche correspond au temps 0, celui de l'expiration. On marque par cette ligne pointillée rouge la position de référence de la base du thorax pour pouvoir montrer l'évolution de la position du diaphragme. Le diaphragme est lui symbolisé par ces traits pointillés noirs. Au premier temps de l'inspiration, il n'y a pas de déplacement du thorax. Seul le diaphragme va raccourcir ses fibres musculaires et donc cette coupole sera moins concave, donc la coupole diaphragmatique sera plus horizontale. Il va donc s'abaisser. C'est ce que montre ce temps dit temps numéro 1 au milieu du schéma. Cet abaissement est de 1 à 2 espaces intercostaux. Voyez que lors de l'abaissement de la coupole diaphragmatique, la pression abdominale va monter, ce qui automatiquement va pousser vers l'avant la paroi abdominale antérieure. Au temps suivant de l'inspiration, on assiste à une ascension et une avancée du thorax par horizontalisation des côtes qui, indirectement, propulse vers le haut et l'avant le sternum.